Maintenant, on va passer au livre. On va pas avoir cette conversation avec Rachel Rosenblum. Je dois dire que le livre de Rachel Rosenblum nous a vraiment beaucoup, beaucoup fait travailler, beaucoup intéressé. Je dois dire que c'est aussi un livre bouleversant parce que quand on est confronté à nouveau à cette horreur, je vous rejoins dans les sanglots dont vous parlez tout à la fin de votre livre. Un petit récit, parce que c'est un livre plein de pudeur, de, de prudence. C'est un livre dont l'esprit m'a énormément plu, je dirais, parce que mourir de dire et mourir d'écrire, puisque dans ce livre il s'agit de mourir d'écrire, je voudrais tout de suite signaler le point d'interrogation. Et ce point d'interrogation marque vraiment, je trouve, l'esprit dans lequel elle, tout le long du livre, Rachel euh, parle de tout ce qui, de tout ce qui est là dans le livre avec prudence, précaution, du doute, toujours un certain doute, et toujours avec à l'horizon qu'il y a de l'indécidable dans toutes ces histoires de suicide, de mort. Et c'est sûrement très important cette manière dont elle avance dans son propos, tout en ayant bien évidemment des convictions. On entend bien qu'il y a une conviction, pour certains d'entre eux en tout cas, qu'il y a eu un écrit ou une parole et que ça a produit la mort. Mais elle laisse toujours une ouverture et je trouve que cette ouverture, elle nous la transmet au sens où quand on en a parlé entre nous, on était vraiment dans une discussion où on s'interrogeait, bien qu'on vous ayez lu et suivi, on s'interrogeait aussi pour savoir, effectivement, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est vraiment un suicide? Est-ce que la maladie de Pérec, on peut la mettre en relation avec cet écrit W, souvenir d'enfance? Il est tombé malade 5 ans après la fin de sa cure. Enfin, je veux dire que l'ouverture que vous avez avec cet indécidable, malgré tout, laisse au lecteur aussi cette possibilité. Alors, c'est aussi, donc j'ai beaucoup aimé l'esprit et bien sûr aussi le style de Rachel Rosenblum, qui est un style très, très fluide. C'est une lecture très fluide, très simple, très précis. On sent très précautionneux. C'est une vraie recherche qu'elle a menée, me semble-t-il. Et d'après ce que je comprends, je n'en sais rien par ailleurs, ça fait 20 ans et plus que vous travaillez votre premier texte, enfin un de vos textes sur mourir de dire, date de 20 ans. Et justement, je voulais quand même vous dire aussi un petit mot, parce que j'étais sensible depuis longtemps à cette question des traumatismes extrêmes, parce que j'ai une amie, on s'est connue à 14 ans, qui est Simone Sauce, et j'ai suivi tout son parcours autour de ses textes sur le traumatisme extrême, mais elle centrait essentiellement sur la question du handicap, et vous la citez aussi. Donc ça résonnait beaucoup, mais vous dites des choses à la fois proches et qui se distinguent quand même, parce qu'on a relu des textes de Simone et à la lumière aussi de ce que vous dites. Alors le style effectivement simple, précis, qui se lit très facilement, et ça c'est aussi très précieux. Maintenant, c'est un livre aussi bouleversant, tout à fait bouleversant, parce que c'est un livre traversé aussi, bien sûr, par la littérature. Vous appuyez
à la fois sur une clinique analytique, la vôtre et d'autres auteurs analystes, j'allais dire, d'autres psychanalystes, mais aussi beaucoup d'écrivains et de leurs œuvres écrites. Alors, bien sûr, c'est surprenant. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il nous a fait cet effet? Il nous a fait cet effet aussi parce que il vient tout d'un coup un peu contredire, enfin, c'est peut-être pas le mot contredire, mais s'opposer à quelque chose qui nous est tellement familier, la talking cure, la cure par la parole. Et tout d'un coup, il y a quelque chose que vous introduisez qui sème le doute, si je puis dire. Pas vraiment, mais en tout cas qui interroge sur la portée de la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce que c'est que cette fonction de la parole? Et qu'est-ce que c'est cet aspect performatif de la parole? Pour nous, ça nous paraît évident en tant qu'analyste. Et pourtant, dans votre livre, vous faites bien entendre que certaines paroles peuvent être mortelles. Mortelles, certaines paroles ou certains écrits. On peut, commençons par les écrits. Vous parlez de beaucoup d'écrivains. D'ailleurs, curieusement, c'est tout ce que j'ai écrit, c'est pas grand-chose. Mais je me suis sentie obligée, avant de vous voir, d'écrire des noms. J'avais l'inquiétude de ne pas retrouver les noms ou de voilà, peut-être que c'est pas rien les noms et de ne pas se souvenir des noms. Mais bon, je pense que je me souviens quand même. La première dont vous parlez, et c'est un livre, oui, il faut aussi le dire, qui est un livre où Rachel Rosenblum est engagée. Elle est engagée parce que, mais toujours de façon extrêmement discrète, avec beaucoup de précautions. Il est question quand même d'une de ses amies, Sarah Kaufman, qui, après avoir écrit plusieurs livres, beaucoup de livres, en a écrit un rue là-bas, rue Ordinaire. Je savais bien que c'est sur ces choses-là que j'allais buter. Rue Ordinaire, s'est suicidée. C'est la première dont vous parlez. Ensuite, vous parlez aussi de Primo Levi. Et Primo Levi s'est jeté par la fenêtre. Nous, il est tombé de la rempart, enfin de l'étage où il habitait dans la cage d'escalier. Et bon, il y a eu des discussions pour savoir si c'était accidentel si c'était un accident. Pas. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il était dans une dépression très profonde les semaines qui ont précédé, et qu'il avait dit au grand rabbin de Rome qu'il allait en finir. Donc, il est probable que c'était pas un accident lié à des bêta-bloquants, enfin des hypotenseurs, des choses comme ça. Mais... Un accident prémédité. Pardon ? Un accident prémédité. Alors je ne sais pas si c'était prémédité ou si c'était un raptus, comme ça arrive souvent. Je ne sais pas, je crois qu'on ne saura jamais, enfin ça fait partie... Il faut que je vous remercie d'avoir enfin je vais vous laisser continuer, mais que je vous remercie d'avoir commencé, parce que très souvent on me dit que j'ai une thèse, mais d'avoir commencé par dire que je posais des questions et par le point d'interrogation. Enfin, très souvent je dis que je fais partie du peuple des questions, du peuple du livre maintenant, puisque j'en ai signé un, mais je vous laisse continuer. Non, mais vous pouvez tout à fait m'interrompre. Oui, je crois que je voulais citer effectivement toute la littérature que vous traversez. Il y a bien sûr Primo Levi, Sarah Kaufman, Primo Levi. Il y a aussi bien sûr Pérec. On s'est beaucoup attaché à reprendre cette histoire très difficile de Pérec, d'autant plus qu'on a les écrits croisés de Pérec avec Pontalis. Donc on a un matériel, si je puis dire, sur lequel on peut travailler. Et je crois que aussi, moi j'ai relu Souvenirs d'enfance. C'est vrai que c'est un livre terrible.
J'ai relu aussi le livre de Sarah Kaufman que je ne connaissais pas, pour vous dire que votre livre nous a fait lire. Alors, et bien sûr, il y a Pérec, mais il y a aussi Romain Gary, et qui lui aussi, après avoir... parce que tous ces auteurs ont beaucoup cheminé avant de se donner la mort. Et Romain Gary aussi a été à Varsovie, et puis après, il s'est suicidé. Alors, il avait lui aussi sans doute plusieurs raisons, peut-être, de se suicider. Je crois que Jean Sebert était suicidé avant. Oui, il y a lui. Et il y a aussi Emmanuel Carrère, dont vous parlez, qui... non, Emmanuel. Il ne s'est pas suicidé, lui. Non, non. Emmanuel Carrère, c'est pas du tout suicidé. Non, non. C'est pas la liste des suicides que je fais. Non. Romain Gary. Non, mais il est revenu sur les lieux du crime pour que ça s'inscrive quelque part. Enfin, c'est comme ça que... Et qui n'était pas juif d'ailleurs. Pas du tout, il est très catholique au contraire. Oui. Vous avez dû lire beaucoup de choses, je pense. Faire beaucoup de recherches. C'est un de mes péchés. Oui. C'est plutôt un beau péché. On vous suivrait bien sur ce péché-là. Oui. Oui, donc il y a tous ces hommes, ces auteurs en littérature, et il y a la clinique de Rachel, qui probablement depuis plusieurs années travaille ça avec à l'oreille ce qu'elle a entendu. Alors parmi une de ces cliniques, il y a Boucle d'Or, qui est une clinique justement qui se termine plutôt bien, puisque cette patiente a fait un certain trajet, puisqu'elle avait une histoire avec la Shoah, de parents disparus, mais qu'elle a pu travailler sans doute de façon à ce qu'elle puisse vivre. Parce que la question que pose Rachel Rosenblum est la question pour nous analystes de savoir qu'est-ce qui se passe dans une cure avec des sujets qui ont subi donc des traumatismes extrêmes, et est-ce que à certains moments dans la cure quelque chose peut revenir de l'horreur de ce qu'ils ont vécu, qui les mettent devant un tel réel, je le dis comme ça, mais bien sûr il y a différentes façons de le dire, un tel ravage que effectivement cette parole n'a rien de cathartique, mais au contraire peut être mortelle. Voilà, c'est quand même l'essentiel du travail de Rachel, de nous rendre attentifs à jusqu'où on peut aller, ou peut-être comment on peut se tenir, et quelle présence est nécessaire avec des gens qui ont de tels vécus traumatiques. Alors bien sûr, elle dit un certain nombre de choses sur la manière dont on peut se tenir avec des sujets comme ça. Alors elle fait aussi référence à d'autres auteurs, notamment Sidney Stewart, qui a aussi une expérience intéressante autour de cas d'extrême traumatisme. Alors avec un cas très intéressant, intéressant au sens où il nous fait entendre en quoi la parole peut être dangereuse en analyse, avec un patient qui a eu un cauchemar et qui est devenu fou. Parce que ce que dit Rachel Rosenblum, c'est effectivement quand on rencontre ce réel-là dans la cure, alors soit effectivement on peut en mourir, mais on peut aussi devenir fou, bien développer une maladie psychosomatique. Il y a différentes issues possibles. Donc l'essentiel étant de savoir s'y tenir en évitant justement le pire. Alors peut-être que Rachel pourrait nous raconter cette légende du cavalier et le lac de Constance, où c'est assez magnifique parce que c'est un cavalier qui traverse sur son cheval, je crois, un lac
Allez-y, vas-y. Oui, on est plusieurs. Une mince couche de glace. Et arrivé au bout de son parcours, il rencontre un paysan à qui il raconte, donc il a traversé ça, et le paysan prend l'air un peu étonné. Et au moment où après avoir rencontré ce paysan et lui avoir raconté son aventure, il en meurt. Pour dire que c'est quand il a pu se rendre compte qu'il était déjà mort. Qu'il était déjà mort. Oui. Alors bien sûr, toujours dans ce côté à la fois interrogatif, questionnant de Rachel, c'est un livre aussi qui ne manque pas de donner espoir, parce que Rachel termine effectivement son livre en disant qu'il y en a bien sûr qui en meurent, de dire ou d'écrire, et il y en a d'autres qui vivent. Et voilà, ça finit sur une note optimiste, et, enfin, qui laisse espoir, bien sûr. Mais enfin voilà, je ne voudrais pas trop charger les choses avant de vous entendre. Bon, je vous remercie de cette lecture. Enfin, je ne suis pas une spécialiste de Pérec, et je ne sais d'ailleurs pas si Pérec est le meilleur exemple de mourir de dire, parce que comme vous l'avez fait remarquer, enfin, je pose des questions, et cette question-là, je suis incapable d'y répondre. Hein. Je reste dans un questionnement. D'ailleurs, on m'a dit que je m'étais trompée sur les dates du cancer bronchique. Bon, Pérec était un très grand fumeur, donc le lien entre le tabagisme, enfin, mais peut-être qu'il fumait à cause de ses angoisses. Maintenant, moi, l'histoire de Pérec et de Pontalis m'a énormément intéressée parce qu'elle est énormément documentée. Que le fait que Pontalis a tant écrit sur Pérec, et parfois dans la même revue, dans la nouvelle revue de psychanalyse, dans le numéro qui s'appelle Écrire, où ces deux de ces analystes ont écrit, et lui, Michel Demuzan et Pontalis, et Pérec a écrit Les vues prises de la place d'Italie. Donc dans la même revue, ils paraissent tous les trois, pendant que Pérec est encore en analyse chez Pontalis. Donc moi, j'ai choisi de parler de Pérec pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que c'est très documenté, parce qu'il y a quelqu'un Claude Burgelin, qui a écrit une œuvre monumentale sur cette analyse qui s'appelle Les parties de domino chez Monsieur Lefebvre. Ça a été publié aux éditions Circé, c'est assez difficile à trouver, c'est un livre qui est paru il y a 25 ans, je pense. Et bon, ce qui m'a semblé très intéressant, c'est que, bon, à la fois tous les deux parlent de miracles dans cette analyse, hein, dans Les lieux d'une ruse que vous avez cité. Pontalis et Pérec ont les mêmes mots, hein, pour en parler, mais Pérec, par ailleurs, écrit un autre texte qui est un pastiche de Maria Torok et de Nicolas Abraham. Et c'est également dans la même revue. Il y a une revue qui s'appelle, je crois, Introjecté, Incorporé, mais je ne suis pas sûre du titre de la revue, mais enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Mais je vais lire la citation, parce que d'un côté, ils écrivent tous les deux qu'il y a eu miracle, mais en même temps, pendant la fin de son analyse, Pérec écrit dans un petit livre qui s'appelle Cantatrix Sopranica, qu'on trouve assez facilement, qui a été republié au Seuil. Alors voilà ce qu'il écrit. Il écrit avec un écrivain américain avec lequel il travaille. Voilà ce qu'il écrit, Pérec. À son stade mélancolique, la crypte intérieure commence à se fissurer
et le deuil enfin est accepté. Il est ressenti, hélas, non pas comme le deuil du sujet pour l'objet perdu, mais comme le deuil de l'objet pour le sujet, c'est-à-dire de sa mère pour lui. C'est la première modification de la psyché, et c'est aussi la dernière, car elle ouvre la route à la reddition et à la mort. Donc ça, c'est... Quand j'ai lu le trou, Oui, voilà, je pensais que c'était ça que vous aviez envie de citer à juste titre, parce que c'est en effet... On ne comprenait pas au début ce que ça pouvait. C'est en effet, donc il y a des écrits contradictoires de la part de Pérec, et d'ailleurs on peut, un de mes amis qui a été très lié avec la femme de la dernière compagne de Pérec, Catherine Binet, m'a très justement fait remarquer qu'on peut aussi dire que son analyse l'a guéri, puisqu'il donne comme date du début de la fin de son analyse coïncide avec le début d'une grande histoire d'amour, enfin le choix avec Catherine Binet, avec laquelle il reste lié jusqu'à sa mort. Hein. Donc Pérec est peut-être c'est encore plus une question que les autres. Primo Levi aussi, c'est une question, hein, parce que est-ce que j'ai comparé les différentes formes d'écriture de Primo Levi à distance du trauma très secondarisé avec l'écriture poétique, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est mort d'avoir écrit ça? Je pense que c'est totalement indécidable. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, par exemple, pour Primo Levi, c'est que chaque fois qu'il traduit, quand il traduit des textes liés à la Shoah, il commence des dépressions. Et il y a eu, je n'ai plus le nom, je n'ai pas les noms propres m'échappent aussi. Il y a un auteur hollandais qui a écrit sur le camp qui était l'équivalent de Westerbork, qui était l'équivalent de Drancy aux Pays-Bas. Et lorsque Primo Levi a traduit ça, il a commencé une dépression. Quand il traduit Kafka, une autre dépression commence. Alors, quand il s'approche de trop près des zones profondément traumatiques chez lui, ça semble déclencher des dépressions. Alors ça c'est un début de réponse, hein, parce que sa mort, on ne sait pas. Par contre, à Kaufmann, elle n'est pas à l'origine de mon livre. L'origine de mon livre, c'est peut-être les très nombreux suicides qu'il y a eu dans les années 70 en France, et qui pour toutes sortes de raisons m'ont profondément bouleversée, mais qui ont été à l'origine, je crois, de changements dans la psychanalyse. Et c'est pour ça que j'ai travaillé les textes de Sidney Stewart, qui était le mari de Joyce, enfin qui était le compagnon, le mari de Joyce McDougall. Et si vous voulez, mourir c'est en 74, je crois en 1974 qu'il a publié ce cas dont vous parlez, le cas Karl, qui est un homme qui a 35 ans, quelque chose comme ça, un Américain qui vient le voir et qui lui dit qu'il est rescapé de la guerre, qu'il a été adolescent, il a suivi des soldats américains qui délivraient un camp où il était, et qui change quasiment d'identité, qui devient un journaliste américain, il était juif, il change de nom,
et on ne sait, plus personne ne sait qu'il est juif. Il arrive, il est marié avec une femme, il dit qu'il est juif, mais il est marié avec une femme dont il dit qu'elle est antisémite et qu'elle ne sait pas qu'il est juif et qu'elle le traite de petit juif pendant des jeux sadomasochistes. Le petit gamin juif. Comment? Le petit gamin juif. Ou de petits gamins juifs, oui. Oui, merci de me corriger. Merci beaucoup. Merci. De petits gamins juifs. D'ailleurs, le texte précis de ça se trouve a été édité dans les éditions Campagne Première, Mémoire de l'inhumain, ça a été édité là-bas. Et cet homme, assez jeune, donc commence une analyse classique 3 fois par semaine sur le divan, et Sidney Stewart pense qu'il est bon de faire une analyse classique, et c'est au cours de cette analyse que des troubles allergiques surviennent chaque fois que le patient mange du poisson. Et c'est au cours de l'analyse que le patient va raconter pour la première fois comment en Tchécoslovaquie, à la veille d'une fête juive, la carpe a été tuée dans la baignoire, comme c'était habituel de le faire, et pour que la mère puisse faire de la carpe farcie. Et que c'est à ce moment-là que les soldats allemands viennent et tuent son père et sa mère. Et c'est à ce moment-là, après avoir fait un cauchemar où une carpe l'attaque, en racontant ça, c'est-à-dire en racontant pour la première fois à son analyste, qu'il devient fou, enfin qu'il se met à donner des coups dans le mur, et qu'il faut l'interner, et que l'analyse s'arrête d'une façon terriblement malheureuse. Alors là, on peut vraiment dire que c'est mourir de dire, hein, parce que c'est pas la parole meurtrière de l'analyste, c'est la parole du patient, un cas où la talking cure, la remémoration, faite par un homme très humain, amène à un malheur. Hein. C'est à la suite de ça que Sidney Stewart parle d'un autre cas, mais je ne vais peut-être pas le raconter. Si certains d'entre vous ont lu le livre, vous le trouverez. Quelqu'un Non, En tout cas, ça c'était l'exemple pour moi où vraiment c'était mourir de dire. Hein. Et c'est pour ça, j'avais appelé mon premier, l'article que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, plutôt mourir de dire. Bon, je n'ai pas pu appeler le livre comme ça, parce qu'entre-temps, quelqu'un de très connu qui publie chez Odile Jacob a appelé un de ses livres Mourir de dire. Il a emprunté mon titre. Enfin, je ne vous dis pas qui c'est, vous avez deviné. En tout cas, voilà pourquoi j'ai appelé mon livre Mourir d'écrire avec un point d'interrogation, mais j'aurais voulu que toute la couverture soit pas le fil rouge, mais des points d'interrogation, parce que je pense que merci beaucoup d'avoir comme ça insisté sur la question, parce que je n'ai pas une thèse, je n'ai que des questions. Alors, Sarah Kaufmann, en effet, c'est une histoire terrible, c'est-à-dire Sarah Kaufmann écrivait, et je pense que l'écriture l'a sauvée pendant beaucoup d'années, elle écrivait à distance de son trauma. On retrouve dans ses livres une même phrase très très souvent, rendre tolérable l'intolérable. Hein. C'est une phrase qu'on retrouve tout le temps dans L'enfance de l'art, déjà qu'elle a écrit avant sa première analyse. Et c'est une phrase qu'on retrouve au moins dans 5 ou 6 de ses livres. Elle a écrit des livres de philosophie, des livres sur la psychanalyse et esthétique. Et
et elle a très peu écrit, elle a écrit que des fragments autobiographiques pendant beaucoup d'années. Sarah Kaufmann était née, je crois, en 1936 ou quelque chose comme ça. Et son père été, avait été pris au moment de la rafle du Veldiv. C'est Pérec, 36. Comment? C'est 33. Née en 33. Comment? Elle est née en 1933. Elle est née en 33, Sarah Kaufmann? 36, c'est Pérec. Oui, mais non, elle est pas née en 30. Je pense pas qu'elle elle est née si en 33. Alors bon, ben oui. Alors je savais qu'elle était pas mal mon aînée, mais je savais pas qu'elle était née en 33. Enfin, je l'ai sans doute écrit dans le livre, mais j'ai oublié. Hein. En tout cas, non, je crois qu'elle est née un peu plus tard. C'est ce que tu as mis en 33. Ah, il y a peut-être une erreur. Ah, voici comment sa mort est annoncée. Il peut y avoir une erreur dans l'annonce de sa mort. Je ne sais pas, parce qu'elle était assez petite au moment où son père a été pris au moment de la rafle du Veldiv. Je ne pense pas qu'elle avait 10 ans, mais peut-être, je ne pense pas. Je vais vérifier, mais enfin, vous avez certainement des téléphones où vous pouvez vérifier ça immédiatement. Je vois que tout le monde regarde son téléphone. Donc, mais en tout cas... Ni 33 ni 36. Et tu as mis 33. Comment? Tu as mis 33 dans ton livre. Ah bon. Comment? C'est en 34. Alors j'ai une erreur de plus dans mon livre à corriger, mais bon. En tout cas, Sarah Kaufmann, son histoire, c'est que son père a été pris, s'est donné pour que les enfants soient sauvés, et la mère, il s'est sacrifié pour sa famille, et sa mère et les enfants ont tous pu être sauvés. Mais Sarah et sa mère se réfugiaient chez une voisine qui habitait à deux rues de là. Elles habitaient rue Ordonnaire et il fallait aller à la rue là-bas. Et Sarah donc a été plus ou moins adoptée en présence de sa mère par une femme qui n'était pas déprimée, puisqu'elle n'avait pas, son mari n'avait pas été pris, elle n'était pas veuve, elle avait un ami, et donc Sarah s'est mise à préférer cette mère un peu adoptive, qu'elle appelait Mémé, à sa propre mère, et son destin a été d'être déchiré entre deux femmes, d'être déchiré entre sa mère veuve poursuivie et cette femme qui était beaucoup plus à l'aise, et d'avoir d'une certaine façon eu le sentiment de trahir et son père et sa mère en ne mangeant plus cachère, en étant converti à la grande culture française, en ne parlant plus yiddish. Et dans Rue Ordonnaire, rue là-bas, elle fait, je pense, exprès des fautes par exemple sur Rosh Hashanah, qu'elle écrit en un seul mot avec une faute dedans. Enfin, les circonstances l'ont obligée à trahir, si on veut, sa mère biologique pour une mère adoptive, et ça a été un drame dont elle ne s'est pas remise. Alors Sarah Kaufmann était une personne plutôt gaie comme ça apparemment, très, très angoissée, très vive, qui, quand on faisait des conférences, mettait 10 coussins derrière elle, qui avait toujours mal au dos, mais tant que c'était un grand professeur, et vous avez eu c'est bien qu'une de ses anciennes élèves ait eu envie d'en savoir plus sur elle. C'était quelqu'un d'impressionnant, de très sympathique, de très angoissé. Mais tant que Sarah écrivait à distance,
elle tenait le coup, et elle a tenu le coup comme ça pendant beaucoup d'années. Alors là, quand elle a écrit Rue ordinaire, rue là-bas, elle a exposé de façon publique ses mauvais sentiments pour sa mère et la façon dont elle a été amenée à préférer, à être quasiment séduite par cette femme catholique qui l'a sauvée de la mort en tout cas. Et quand elle a écrit ce livre, elle est entrée dans une profonde dépression. Je l'ai su par des amis à elle, un ami en particulier à qui elle écrivait, et je l'ai su comme ça s'est su un petit peu comme ça par des familiers de Sarah. Et le livre est paru au printemps de 94 et Sarah s'est donné la mort le 15 octobre 94. Hein. Donc je n'ai pas écrit le livre, je n'ai pas écrit cet article à cause de Sarah. Je pense que je l'ai écrit pour des raisons beaucoup plus personnelles, plus anciennes. Peut-être à cause du sentiment que quelque chose clochait dans l'analyse, dans ma propre analyse, première analyse aussi, puisque j'ai eu le même analyste que Sarah Kaufmann comme première analyste. Mais bon, je suis là et une analyse qui m'a certainement été bénéfique. En effet, Karl avait des crises d'allergie au moment de l'ingestion de poissons. Et il fait un rêve où un poisson l'attaque. Un cauchemar, oui, un cauchemar, voilà. C'est important de le dire puisqu'il se réveille très angoissé et c'est vrai que bon, il n'y a pas que les gens du côté de chez Lacan, mais tout le monde, le langage est pour tout analyste comme ça essentiel, et il fait associer sur le signifiant, sur le mot poisson. Et c'est à ce moment-là que le souvenir revient. Alors, si vous voulez, je crois qu'on peut faire plusieurs remarques. On peut faire plusieurs remarques, je pense. La première remarque que je voudrais faire, puisque c'est une remarque, je crois, qui est intéressante pour nous, et bon, les gens qui ont été dans les camps ou qui ont été enfants pendant la guerre, bon, c'est pas des jeunes qui viennent en analyse aujourd'hui. Hein. On a des gens, mais on a des gens du Rwanda, on a des gens d'autres génocides, je pense que mon travail vaut aussi pour des histoires de viol ou pour des enfants battus. Enfin bon, je pense que mon travail peut être élargi. Hein. Mais si vous voulez, le premier point que je pense est intéressant pour nous, pour la clinique, c'est le problème des entretiens préliminaires. Certains analystes n'en font pas. Alors je pense que l'intérêt... Mon travail met en cause la remémoration pour les traumas de grande magnitude. Alors, si vous voulez, je crois que les entretiens préliminaires permettent d'en savoir plus ou éventuellement de poser plus de questions. Et par exemple, de se dire qu'on ne verra pas sur le divan quelqu'un qui a eu des traumas d'une trop grande magnitude, des traumas qui entraînent des clivages, des phénomènes de déréalisation, parce que c'est ce phénomène de déréalisation, je crois, qui est aussi assez important, ou ce phénomène de destinée écran, quelqu'un qui décide de changer de nom, d'être d'une autre
de renier complètement son identité première, etc. Donc ça c'est un premier point, les entretiens préliminaires, l'intérêt éventuellement du face-à-face, où je pense qu'on peut faire des analyses en face-à-face, ou en ce qui me concerne, je fais souvent, j'ai beaucoup pratiqué le psychodrame analytique pendant plus de 30 ans. Enfin, je pense que devant des traumas de grande magnitude, mais aussi parfois devant des traumas de la petite enfance non symbolisables, il y a la psychanalyse contemporaine a quand même fait des progrès. Alors ça, c'était les deux premiers points. Le troisième, bon, je vais laisser tomber le troisième. Non, le troisième point. Il y a quelqu'un là. Je ne parle pas assez fort. Non, Alessandra, tu sais, on ne te voit pas de là, je ne te voyais pas. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Alors, je finis mon troisième point. Je vais dire, le troisième point est un point, je pense, très intéressant dans la clinique des gens qui ont subi des traumatismes de grande magnitude. C'est faut-il, oui ou non, rappeler la réalité matérielle. Et c'est un débat qui n'est pas fermé. Je pense que, bon, bien entendu, la réalité matérielle passe par la réalité psychique. Mais néanmoins, n'y a-t-il pas intérêt, dans certains cas, à rappeler la réalité matérielle? Alors, quelqu'un qui a beaucoup travaillé ce problème-là, c'est un analyste américain qui est mort il y a 2 ans à peu près, qui était un grand ami, qui s'appelle Dory Laub. Et on trouve des traductions dans Le Coq Héron de beaucoup de ses écrits. Hein. Et Dory Laub disait il m'avait rappelé et beaucoup insisté sur ce point-là, à quel point il peut être important de rappeler la réalité matérielle historique, par exemple, comment ça a pu être important quand il traitait des gens qui étaient des victimes de la Shoah. Enfin, en partie parce que rappeler les circonstances montre à quel point la causalité n'est pas interne, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu des sentiments inconscients, des vœux de mort contre l'un des membres de sa famille, que c'est pour ça qu'il est mort. Hein. Et donc, rappeler les circonstances qui ont obligé, par exemple, à des choix déshumanisants peut abaisser le sentiment d'omnipotence. Donc ça, je pense que c'est un point de clinique que j'ai compris. Ça m'a pris... mon travail m'a amené probablement à changer ma façon de travailler et ça me semble votre question m'a permis d'en parler. Je n'écris jamais sur je n'écris pas sur mes patients pour toutes sortes de raisons. Quand quelqu'un se voit comme ça dans un texte, c'est souvent, même si on est très respectueux, qu'on change tout, le fait même de le voir écrit un tout petit peu différemment de ce qu'on a eu l'impression de dire ou d'être est déjà traumatique. Hein. Bon, la personne dont je parle et que j'ai appelée Boucle d'Or, elle était très très contente hein, la personne dont je parle dans mon livre. C'est quelqu'un qui a été beaucoup aidé par toutes sortes de groupes
et par les Klarsfeld, etc., et par tout en restant en dehors de ces groupes. Mais quand j'ai parlé de cette femme qui était donc tout le monde a été pris et tué pendant la guerre, mais elle ne voulait pas faire une analyse, donc ça a été, c'est un lien très particulier. On peut appeler ça psychothérapie, on peut appeler ça de toutes sortes de mots. Je pense que c'est un lien vital pour elle. Et bon, ceci dit, je pense que l'analyse est possible, hein, mais qu'il y a des le tact et l'expérience et la personne de l'analyste peuvent faire qu'on peut faire une analyse tout en évitant les moments de collapsus topique, c'est-à-dire des moments de rencontre entre les inconscients et l'événement, mais qu'il y a aussi malheureusement pas toujours des guérisons. Hein. Mais enfin, on veut éviter des malheurs en tout cas. Justement, j'avais envie de rappeler le travail aussi de Patricia Janodi, comme je vous disais, que nous avons reçu le mois dernier, il y a 2 mois, qui elle aussi est confrontée à des gens qui sont dans une situation de traumatisme quand même, de guerre civile. Et je me souviens que tu parlais d'un patient comme ça, et tu es juste assise à côté, tu disais que tu faisais très peu de choses. Et une manière d'être avec Patricia est psychiatre, bon, c'était dans le cadre d'un dispensaire, et tu es analyste, et voilà, tu te tenais vis-à-vis, à côté de ce patient, de façon à ce que quelque chose puisse se faire, puisqu'après, il me semblait que ça avait été mieux, c'était passé des choses. J'ai cité pas mal Sarah Kaufmann qui se plaignait du silence de l'analyste et qui a écrit, je crois, dans un des fragments autobiographiques qu'elle avait publié dans une petite revue qui s'appelle Première livraison, je crois. Ça a été republié dans les cahiers du GRIF, GRIF, et consacré à Sarah Kaufmann, où elle dit ce qui était insupportable, c'était le silence de l'analyste, alors tout ce que je produis c'est de la merde ou quelque chose comme ça. C'est le moment où des cris sortaient de l'antre ou quelque chose comme ça, cris qui ne sont peut-être jamais revenus. Alors j'ai moi-même fait une analyse dans ces années reculées. J'étais extrêmement jeune, je sortais de l'adolescence, si on peut dire, et pour ne pas faire de suggestions, beaucoup d'analystes étaient très silencieux, c'est-à-dire que pendant... Comme les cartes. Oui, comme des cartes. Et je pense que l'analyste qui était le mien, et qui était un homme formidable, avec un accent roumain, polonais, yiddish, formidable, mais que je n'entendais pas, il pouvait ne pas parler pendant 1 an et demi peut-être. Il y avait le moment où son regard, quand je sortais, enfin il y avait des choses qui faisaient que je pouvais quand même m'appuyer sur lui. Je crois que c'était un homme remarquable, malgré son silence. Mais je crois que c'est... Bon, il y a certaines analyses où il n'est pas mauvais de rester silencieux. Je suis moi-même parfois très silencieuse aussi, quoi. Mais je pense que dans certains cas,
c'est pas bon. C'est pas bon. Le mot poisson a ramené pour lui l'image de la carpe qui allait être mise à mort pour le repas de fête, et qu'au lieu du repas de fête, son père et sa mère ont été assassinés à coups de baïonnette, et qu'il n'y a pas eu de fête, et que ça, le traumatisme est revenu dans toute... Apparemment, il faisait des allergies quand il mangeait du poisson. Alors, le mécanisme de l'allergie, je ne connais pas suffisamment, mais il y a des personnes qui font des allergies comme ça à des choses qui sont peut-être liées à des remémorations difficiles. Hein. Je ne connais pas suffisamment l'allergie, mais j'ai pas tellement d'exemples dans ma propre clinique. Hein. Mais par contre, j'ai des exemples de migraines qui survenaient dans des moments comme ça très, très précis, ou des gens qui, devant certaines odeurs, ont des problèmes somatiques divers. Mais c'était... bon, c'est pas... C'est-à-dire que la remémoration n'est pas toujours bonne, voilà. Commencé un délire paranoïaque. Il était américain, il a été rapatrié aux États-Unis, et il est resté psychotique des années. Je ne sais pas. Sidney Stewart est mort il y a déjà plus de 20 ans, et on ne saura pas plus. Enfin, peut-être qu'il y a encore des gens qui savent, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps de reprendre. Je crois que le patient s'est levé du divan et s'est mis à donner des coups, que lui, il a eu peur. Enfin, je ne sais pas si vous avez vécu des moments de déclenchement de psychose dans votre cabinet. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. Non, plus d'une fois. Mais enfin, une fois, bon, il y a une patiente qui a commencé à taper, à casser. Alors, si vous voulez, à ce propos, j'ai envie de rappeler la mémoire d'une amie dont un très bon livre est sorti dans la même collection que le mien, juste avant le mien d'ailleurs, Entendre la folie de Paulette Le Tart, où elle parle de moments comme ça, de déclenchement psychotique, et de sa façon de reprendre les choses. Et c'est un livre formidable qui est sorti au fil rouge en 2019, quelques mois avant le mien. Et Paulette Le Tart, elle a eu souvent elle a montré comment elle a agi avec elle avait pris une patiente de Sainte-Anne qui avait tué son enfant en analyse. Enfin bon, moi je n'ai pas eu l'expérience, heureusement, de déclenchement de psychose ou dans ma longue expérience. Mais je pense que Sidney Stewart, il répond lui-même. Enfin, moi, je suis la scribe de Sidney Stewart. Tout ça s'est passé il y a 50 ans, dans les années 70, puisque tout ça date de Sidney Stewart. Ça a été publié beaucoup plus tard, mais je crois que les analyses datent des années 74 et 75 ou 16. Sidney Stewart raconte lui-même, c'était un homme très humain, et il est d'une grande honnêteté, et là ça a été bien de nous livrer ces analyses, parce que ça donne à réfléchir, et je crois qu'il montre dans le cas suivant que j'ai repris, enfin qui se trouve aussi dans la mémoire de l'inhumain, comment il a été amené lui-même à raconter
a témoigné de sa propre expérience puisqu'il avait été déporté dans un camp en Mandchourie en tant qu'Américain. Hein. Et dans le livre, il ne dit pas que... Il raconte l'histoire d'un rêve comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, mais j'ai appris que c'était sa propre histoire et qu'il a raconté dans un séminaire qui a eu lieu, je sais pas, dans les années 80 ou quelque chose comme ça, qu'il a parlé de sa propre histoire, comment il avait pris la timbale de riz avec des asticots de la main d'un mourant pour la manger, comment il ne s'était pas remis d'avoir... Il avait vu quelqu'un. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'il a écrit qu'il était le témoin, mais en réalité, il a raconté que qu'il n'était pas le témoin, que c'est lui qui avait fait cela. Alors, je ne le savais pas au moment de la publication de ce livre, mais ça m'a été dit par Denis Ribas, qui avait fait un séminaire sur mon travail, enfin des séminaires sur mon travail, que Sidney Stewart a dit que c'est lui-même qui avait pris la timbale des mains d'un mourant. C'est pas ce qui est écrit dans le livre. Je ne le savais pas, je l'ai appris récemment. Oui. Donc il a raconté quelque chose il a partagé quelque chose, sans dire que c'était de lui qu'il s'agissait, certainement, mais il a partagé quelque chose de son histoire et d'une histoire honteuse. Enfin, ça, je n'aurais jamais fait, je crois, et je ne pense pas que je ferais, mais bon, les Américains le font pas mal. Quelqu'un comme Rennick en Californie, je sais que il y a toute une école américaine où les gens se livrent, si on peut dire, ou livrent des choses très personnelles comme ça à leurs patients, se mettant sur un pied d'égalité, si on peut dire. Merci beaucoup.